Bien, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce troisième webinaire de la CHBT qu'on a appelé les grandes rounds. Donc, je vous rappelle le principe. Donc, il s'agit de commenter ou de faire commenter par un de nos jeunes collègues qui a bien travaillé le sujet, une observation qui va permettre de discuter une thématique de chirurgie hépatobilio-pancréatique. Alors, le dossier va être présenté et puis ensuite, un expert de la question, ou pendant la présentation, un expert de la question va commenter le dossier, donner les points forts, parfois, si c'est nécessaire, les points faibles. Alors, je vous rappelle qu'il y a déjà eu deux webinaires qui ont eu beaucoup de succès. Le premier de ces webinaires a été réalisé par l'équipe de Rennes. C'est Fabien Robin qui a présenté le dossier. Il s'agissait de définir ou de rappeler à la communauté des chirurgiens hépatobilio-pancréatiques les règles d'exérèse des adénocarcinomes pancréatiques borderline. Et ce dossier a été commenté, remarquable commentaire par Jean-Robert Delperot. Puis le second grand round, lui, a été consacré au traumatisme des voies biliaires survenu au décours d'une cholécystectomie. C'est Charlotte Molla de Toulouse qui a présenté le dossier. Il a été commenté par deux experts cette fois, Denis Castin et de Paul Brousse et Laurence Chiche de Bordeaux. Alors ce troisième grand round, lui, va être consacré à la prise en charge de la chirurgie des obstacles périhilaires. Je suppose que on a parlé d'obstacles pour ne pas se priver de commenter les multiples étiologies qui peuvent être à l'origine d'un obstacle à l'écoulement de la bile intra-hépatique. Alors, ce grand round-là, cette observation va nous être présentée par l'équipe de Toulouse et c'est Cyprien Toubert qui va nous montrer le dossier. Mais je vais laisser Astrid Herrero présenter Cyprien Toubert et Cyprien, ensuite, tu enchaîneras. Je te remercie. Merci, Monsieur Boudjema. Bonsoir à tous. Donc, c'est l'équipe de Montpellier dont on vient et pas de Toulouse. Donc, Cyprien Toubert est chef de clinique en deuxième année dans notre équipe qui est dirigée par Monsieur Navarro, qui est connecté également et avec qui on va modérer le cas. Et donc, Cyprien a beaucoup travaillé sur le dossier. La conduite à tenir devant un obstacle périhilaire est quelque chose de très complexe. Et on a essayé, à travers un cas didactique, de rendre les choses le plus simple possible pour arriver au mieux pour le malade. Donc, je vais laisser Cyprien commenter. Si Monsieur Navarro, vous voulez dire un petit mot de bonjour. Non, bonjour tout le monde. Bonjour de l'équipe de Montpellier, mon cher Karim. Et non, je laisse Cyprien commencer. On fera le commentaire tout à l'heure. Bonjour à tous. On voit bien mon PowerPoint. Je ne sais pas si l'écran est bien partagé. Bonjour, donc c'est un véritable plaisir pour moi de présenter donc ce grand round d'aujourd'hui. Voilà. Donc l'histoire clinique de notre malade commence à la fin du mois de septembre. Un jour, on est interpellé par l'équipe d'hépatologie du CHU qui veut nous adresser en urgence un maladie ictérique qu'ils viennent de voir pour une tumeur de Klatskin opérable et qui veulent qu'on opère le plus rapidement possible. Donc, pour connaissance du malade, c'est un jeune patient de 45 ans en bon état général. Il est OMS 0. Il présente un discret surpoids. Il n'a pas d'antécédents médicaux chirurgicaux notables en dehors d'une appendicectomie, d'une cure de hernie inguinale et d'une discrète intoxication tabagique. On reprend son histoire avec lui. On s'aperçoit que c'est un malade qui a été pris en charge en externe dans un centre d'hépatologie libérale au début du mois de l'été, au mois de juillet, pour des perturbations du bilan biologique de type cholestase anictérique,
Le bilan réalisé alors par scanner et cholangio-IRM met en évidence une dilatation modérée des voies biliaires, prédominante plutôt à droite, sans mettre en évidence de processus tumoral visible. Il avait donc été retenu à l'époque un diagnostic inaugural de cholangite sclérosante primitive. Il avait été traité par Délursan, avec une amélioration biologique initiale favorable, mais qui s'est rapidement dégradée tout au long de l'été et jusqu'au mois de septembre, motivant le recours au CHU. Le jour où on le voit à la consultation, ce patient présente une franche altération de l'état général avec une perte de poids importante de plus de 12 kg depuis le début de son histoire de la maladie, depuis le mois de juillet, avec un ictère cutanéo-muqueux important et un syndrome cholestatique franc. Au bilan biologique qu'il a réalisé en externe, on retrouve une petite cytolyse hépatique, une importante cholestase ictérique avec une bilirubine totale à 233, prédominant sur la bilirubine conjuguée. La fonction hépatique, elle est préservée, ainsi que la fonction rénale. Il ne présente pas de syndrome inflammatoire biologique important. Donc, on décide de l'envoyer directement au scanner le plus rapidement possible. Et ce scanner retrouve une dilatation majeure des voies biliaires bilatérales en amont d'un obstacle hilaire a priori tumoral qui semble dépendant du bord droit du pédicule hépatique avec un effet de masse sur celui-ci. Donc, plutôt que de parler de tumeur de Klatskin, qui est le terme historique des cholangiocarcinomes périhilaires, il faut plutôt raisonner devant un concept d'obstacle périhilaire parce qu'il peut correspondre à des étiologies qui sont très variées. D'une part, des étiologies malignes et d'autre part, des étiologies bénignes. Il est très important de réussir à le bilan diagnostique afin de déterminer précisément l'étiologie, afin de ne pas faire subir au malade un bilan lourd et une prise en charge inadaptée. Je rappelle que dans les séries même récentes de résection de cholangiocarcinome périhilaire, on retrouve toujours des taux de résection pour tumeurs bénignes de l'ordre de 5 à 10%. Donc ce bilan doit s'efforcer de poser un diagnostic précis et de certitude, évaluer la résécabilité si nécessaire en cas de lésion le nécessitant, et bien évidemment évaluer l'opérabilité du malade et la faisabilité du geste. Pour ce faire, il repose sur un bilan clinico-biologique complet et surtout sur l'imagerie, qui a une place prépondérante dans ce bilan, qui doit évaluer de façon le plus précise possible l'atteinte biliaire et son extension de façon effectivement très précise, rechercher une éventuelle atteinte et une extension vasculaire de cette atteinte au niveau portal ou artériel au sein du pédicule hépatique. On doit permettre à l'issue de ce bilan d'avoir une évaluation de l'anatomie biliaire complète afin de designer le geste le plus précis, vasculaire également et hépatique. Ce bilan doit permettre l'étude des volumes hépatiques et de la fonction hépatique afin de définir une stratégie sûre et sécurisante. Et enfin, en cas de pathologie maligne, il doit évidemment comporter un bilan d'extension exhaustif. Il est très important de réaliser ce bilan avant toute tentative de drainage biliaire qui est responsable d'artefacts majeurs et qui gêne énormément l'interprétation des imageries et qui peut conduire à des grosses problématiques diagnostiques et un gros retard à la prise en charge des patients. Donc ce bilan, le débute initial dès le jour de la consultation par la réalisation d'un bilan biologique, initialement standard, très simple, afin d'évaluer le retentissement de la maladie. Donc une NFS plaquette, un bilan inflammatoire avec la CRP, l'évaluation de la fonction rénale, le bilan hépatique complet. On n'oublie pas de réaliser le dosage de l'albuminémie, de la préalbuminémie afin d'évaluer l'état nutritionnel très précocement chez ce malade. Et on réalise évidemment les sérologies virales hépatiques la recherche d'une hépatite devant toute cause de perturbation du bilan hépatique. Donc chez ce malade, je le rappelle, on retrouvait donc une cholestase ictérique sans critère de gravité. Il n'y avait pas de syndrome inflammatoire, donc le malade il n'est pas infecté. La fonction hépatique elle était normale, le TP et le facteur 5 étaient normaux. Il n'y avait pas d'insuffisance rénale. On avait une albuminémie qui était normale, à la normale basse, à 35 grammes par litre, et les sérologies virales étaient négatives. On réalise immédiatement également le dosage des marqueurs tumoraux, dont notamment le CA19-9, qui est le marqueur qui a la meilleure sensibilité et spécificité pour les atteintes tumorales biliaires, même s'il faut garder en tête qu'il est faussé par l'ictère et qu'il faudra surtout éventuellement redoser le bilan après un éventuel drainage des voies biliaires. On retrouve dans la littérature un cutoff à 129 qui est fortement spécifique d'une atteinte carcinologique biliaire. Simplement, il faut garder en tête que ce cutoff il est validé dans le cadre de la surveillance des cholangites sclérosantes primitives. La CE et le CA125 ils sont moins sensibles, donc moins utilisés, et on réalise de routine l'alpha-fétoprotéine dans le cadre d'un éventuel diagnostic différentiel. Chez notre patient, on notait une discrète augmentation non spécifique du CA19-9 à 61. Le reste des marqueurs tumoraux étaient normaux. Au cours de ce bilan, il est indispensable de réaliser un bilan immunologique complet afin de ne pas méconnaître un diagnostic différentiel bénin.
qui comprend une électrophorèse des protéines sériques, un dosage des immunoglobulines et notamment des IgG4, responsables des fameuses cholangites à IgG4 qui peuvent tout à fait mimer un cholangiocarcinome du hile. Et, évidemment, et en plus de ça, un bilan auto-immun classique à la recherche d'une éventuelle cause auto-immune. Chez notre patient, ce bilan était totalement normal, notamment le dosage des IgG4 qui était bien négatif. Finalement, le plus important dans le bilan, c'est le bilan d'imagerie qui doit comporter en premier lieu la réalisation d'un scanner thoraco-abdominopelvien, donc un scanner complet et de bonne qualité. C'est très important. Il ne faut pas hésiter à réaliser cet examen dans notre centre si parfois le malade est adressé avec un scanner de mauvaise qualité qui n'a pas été réalisé en coupe fine et surtout avec les mauvais temps d'injection. Il faut bien les 4 temps d'injection qui vont permettre de caractériser directement la tumeur, ses signes directs, donc ses caractéristiques de rehaussement, sa taille, son siège au niveau des voies biliaires. Et ça met en évidence également des signes indirects qui sont très évocateurs d'une pathologie maligne ou bénigne, tels que l'aspect de la dilatation, son siège, une éventuelle atrophie hépatique associée. Ce scanner participe bien évidemment au bilan d'extension, qu'il soit local. C'est l'examen qui a la meilleure sensibilité et spécificité pour l'évaluation de l'envahissement vasculaire, qu'il soit portal ou artériel. Et bien évidemment, il permet le bilan d'extension à distance. Et on en profite également pour évaluer très précocement les volumes hépatiques qui ont un impact majeur dans la suite de la prise en charge et des décisions qui en découleront. Donc, je rappelle le scanner de notre malade qui présente une dilatation qui est majeure des voies biliaires bilatérales. Cette dilatation majeure et non étagée, elle est assez caractéristique des obstacles sur cholangiocarcinome. En amont d'une lésion qui est bien tumorale, bien limitée, un rehaussement plutôt tardif, ce qui est aussi également assez caractéristique des cholangiocarcinomes qui sont des tumeurs fibreuses avec un rehaussement plutôt tardif. La localisation de cette lésion sur le scanner, donc elle atteint plutôt la convergence principale et elle déborde sur le canal hépatique droit jusqu'aux convergences de second ordre à droite et elle semble épargner la convergence secondaire gauche. La vésicule biliaire, elle est plate, ce qui est aussi un signe important, ce qui signe que l'atteinte de l'obstruction biliaire, elle est au-dessus du confluent biliaire inférieur, et donc ce qui est également très évocateur d'un cholangiocarcinome périhilaire. On profite de ce scanner évidemment pour étudier bien l'envahissement vasculaire de cette lésion, les artères et la veine porte sont parfaitement libres, et au niveau chirurgical, on regarde bien le scanner parce qu'on met en évidence une artère hépatique droite issue de l'AMS, qui est parfaitement libre. Hop, on la voit arriver là. Elle est parfaitement libre, donc et surtout c'est juste en considération du futur geste éventuel de chirurgie qu'il faut la garder en tête. Le bilan d'extension sur tout le scanner, on ne retrouvait pas de lésions suspectes aux étages thoraco-abdominaux et pelviens. Et donc le diagnostic évoqué à l'issue de cet examen est un probable cholangiocarcinome de 23 mm, étendu du canal hépatique commun jusqu'à la convergence secondaire droite et qui épargne la convergence secondaire gauche sans envahissement vasculaire ni extension à distance. Ce scanner doit impérativement être complété par l'IRM associé à une cholangio-IRM, idéalement réalisé dans un centre expert à haut volume afin d'obtenir des séquences d'acquisition complètes et notamment une séquence d'acquisition de bile-IRM en 3 dimensions qui est indispensable à la bonne analyse de l'anatomie biliaire. Il permet de compléter le bilan d'extension locale avec précision et d'aboutir à un diagnostic très précis. Il permet également, à l'aide de séquences de diffusion, de rechercher d'éventuelles lésions hépatiques synchrones qui auraient pu passer inaperçues au scanner. La bile-IRM, je rappelle que c'est actuellement le meilleur examen en termes de sensibilité et spécificité pour diagnostiquer le siège de l'occlusion biliaire et apporter des éléments en faveur d'une étiologie maligne ou bénigne. C'est un examen qui est non invasif, qui est rapide d'acquisition et qui est maintenant très disponible dans les centres à haut volume. Donc chez ce malade, l'IRM et la bile-IRM confirmaient les données du scanner, à savoir une lésion atteignant la convergence principale, débordant sur le canal hépatique droit jusqu'aux convergences gauche, avec un début d'engainement du canal hépatique gauche, mais laissant bien libres les convergences sectorielles secondaires du foie gauche, à savoir du 4 et du 2 et du 3. Le TEP scanner, nous on a poursuivi le bilan avec la réalisation d'un TEP scanner parce qu'on a l'accès très facile. C'est un examen qui a une très mauvaise spécificité évidemment pour le diagnostic positif de la lésion. Cependant, il garde un intérêt quand même selon nous pour le diagnostic du bilan d'extension à la recherche de localisation secondaire, qu'elle soit ganglionnaire ou à distance, surtout lorsqu'il est couplé à un examen en coupe. Chez notre malade, donc, on retrouvait seulement un foyer d'hyperfixation intense au niveau de la masse
périhilaire, sans lésion, sans hyperfixation suspecte à distance. À l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment de place pour la réalisation d'une cholangiographie invasive à visée diagnostique, en tout cas, parce que ce sont des procédures morbides, opérateurs dépendants, et qui ont en plus de ça une moins bonne précision d'évaluation d'atteinte des voies biliaires que l'IRM couplé à la bile-IRM. Donc, on ne les réalise pas de manière systématique dans le cadre du bilan initial d'un obstacle périhilaire. L'écho-endoscopie, on ne la réalise pas non plus systématiquement. On garde cet examen en cas de doute sur un éventuel envahissement, une éventuelle évolution ganglionnaire de la maladie. Ça nous permettra la réalisation de biopsie à l'aiguille fine guidée. Et la cholédocoscopie, qui est un très bon examen qui permet la visualisation directe de la tumeur. C'est un des meilleurs examens quand on est en cas de doute diagnostique sur le type de tumeur et qui permet la réalisation de biopsies très précises. On ne le réalise également pas de façon systématique en raison d'une part de son coût, de son caractère invasif et parfois des difficultés organisationnelles afin de ne pas perdre du temps dans le bilan de cette pathologie. La preuve histologique, elle est obtenue selon deux procédures, soit à l'aide d'un brossage endobiliaire au cours d'une CPRE qui permet une analyse cytologique. Malheureusement, elle a un faible rendement et une faible sensibilité, donc on ne la réalise pas forcément de façon systématique. La biopsie à l'aiguille fine, elle a un bien meilleur rendement, mais elle présente cependant un risque d'essaimage. Elle est réalisée au cours d'une écho-endoscopie notamment. Il faut retenir que la preuve histologique ANAPAT, elle n'a de valeur que si elle est positive. Et elle n'est finalement sa place dans l'arbre décisionnel qu'en cas de doute diagnostique aux examens d'imagerie morphologique ou alors en cas de prise en charge palliative envisagée, notamment en cas de chimiothérapie. Elle n'est pas nécessaire lorsqu'on envisage une chirurgie à visée curative. Enfin, la place de la célioscopie exploratrice, elle a un taux de rentabilité proche de 25%, c'est-à-dire qu'elle ne bénéficie qu'à un malade sur 4 lorsqu'elle est réalisée de principe. Elle est surtout très sensible pour le diagnostic du carcinose péritonéal. Également, dans le centre, on n'a pas l'habitude de la réaliser de façon systématique au cours du bilan initial, essentiellement pour des raisons un peu organisationnelles. Ça fait un peu perdre du temps, c'est parfois long organisé, surtout dans le contexte actuel de difficultés d'accès au bloc lié à la pandémie. En revanche, on la réalise systématiquement en cas de chirurgie à visée de résection. C'est le premier temps de la chirurgie afin de rechercher une éventuelle carcinose qui contre-indiquerait le geste et de ne pas faire subir une malade une laparotomie blanche. En conclusion, le diagnostic d'un obstacle périhilaire, on a souvent l'impression que c'est un peu la course parce qu'on a envie d'aller vite, parce que c'est là le cas chez notre malade, c'est un très probable cholangiocarcinome, donc on a envie d'aller vite, on sait que c'est une maladie qui est agressive. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut surtout partir à point et ne pas faire subir au malade des procédures invasives à haut risque de complications qui pourraient retarder sa prise en charge et parfois même gréver son pronostic. Donc, sur la base d'un bilan de routine qui est complet mais simple, biologique et d'imagerie, qui associe des examens très faciles d'accès, qu'on peut réaliser en un temps très rapide, vu que chez notre malade, on l'a vu la première fois en consultation le 28 septembre, et on l'a présenté à un RCP une semaine après, avec l'ensemble de ces examens, et avec suffisamment de données pour pouvoir le présenter de façon globale et définir une bonne stratégie thérapeutique. Donc, on peut considérer que c'est un patient de 45 ans, en bon état général, qui est ictérique mais sans signe de complication de son ictère, qui présente une tumeur de type cholangiocarcinome périhilaire, atteignant la convergence droite, qui épargne les convergences secondaires gauche, qui ne présente pas d'atteinte d'extension locale, vasculaire, artérielle ou portale, ni de lésion à distance. C'était la première partie. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire. Oui, merci, merci Cyprien. Donc, j'ai ce soir le rôle d'expert, mais bien évidemment, le webinaire, c'est un forum où on pose des questions. Vous écrivez vos questions sur la zone discussion. Là, en bas de votre écran, il y a une petite icône qui vous permet de discuter. Et Astrid relève les questions que vous posez et nous les pose donc en live. Alors moi, j'ai plusieurs commentaires à faire. D'abord, que ta présentation est très bien et la prise en charge de ce malade est parfaite, quoi. C'est comme ça qu'il faut prendre en charge les malades qui se présentent avec un obstacle périhilaire. Je voudrais peut-être revenir sur un certain nombre de points pour que tout le monde comprenne. Alors, on ne parle plus de tumeur de Klatskin.
tu as expliqué l'essentiel des raisons, mais il y en a une aussi qui est importante, c'est qu'un cholangiocarcinome intrahépatique, c'est-à-dire né dans le parenchyme hépatique, qui se trouve au contact de la convergence des voies biliaires, donc qui est un authentique cholangiocarcinome intrahépatique, peut aller envahir en progressant ou comprimer donc la convergence biliaire. Donc, la prise en charge de ces cholangiocarcinomes intrahépatiques est strictement identique à celle des cancers périhilaires dont on parle aujourd'hui. Et vous avez sûrement l'expérience à Montpellier de ces cholangiocarcinomes intrahépatiques du secteur dorsal qui sont souvent volumineux et qui se présentent comme des cholangiocarcinomes périhilaires, donc comme des obstacles périhilaires et qu'on traite finalement après avoir essayé de les réduire, mais on pourra rediscuter de cela, comme des cancers périhilaires. Donc il faut oublier tumeur de Klatskin, il faut oublier cancer d'huile, et aujourd'hui, la dénomination, c'est obstacle périhilaire jusqu'à la preuve du cancer, et ensuite on parle de cancer périhilaire, CPH. Voilà. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la fréquence du retard de la prise en charge de ces malades. C'est absolument effrayant de les voir arriver à la consultation spécialisée 2, 3, voire 4 mois après avoir établi ou en tout cas suspecté le diagnostic. Le parcours du combattant de ces malades est extrêmement dur. En général, ça commence par le médecin traitant et c'est normal, c'est la filière de soins. Et le médecin traitant voit un ictère et malheureusement, le retard commence à être pris à ce moment-là parce qu'au lieu de demander une échographie pour voir s'il y a une dilatation des voies biliaires, on commence par faire un bilan biologique et rechercher toutes les causes médicales des cholestases intrahépatiques. Et les malades, en général, se prennent d'emblée 15 jours dans la vue avant d'arriver entre les mains d'un radiologue. Et quand je dis dans les mains d'un radiologue, c'est moins pour faire une échographie, qui serait l'examen le plus important à faire, que pour d'emblée vouloir faire un scanner ou une IRM sans savoir ce que l'on suspecte, parce que comme tu l'as très bien dit, le scanner et l'IRM d'un obstacle périhilaire, ça se fait de manière tout à fait adaptée au fait qu'on suspecte un obstacle périhilaire. Il y a une analyse du dossier, il y a des séquences, il y a des finesses de coupe, il y a des temps, les 4 temps dont tu parlais, qui sont indispensables. On ne fait pas un temps portal de dégrossissement pour faire le point sur un cancer périhilaire. Donc, retenez, premier examen à demander, c'est une échographie. Et quand une échographie vous montre une dilatation des voies biliaires intrahépatiques avec une vésicule aplatie, c'est un obstacle périhilaire. Hein. On ne tourne pas autour du pot. Et comme on suspecte un obstacle périhilaire, immédiatement, on propose les 2 autres examens dont tu as parfaitement parlé, le scanner injecté avec ses 4 temps et les coupes fines, et l'IRM dans un centre spécialisé. Alors, je note que ton malade, là, il a eu un deuxième pas de bol. D'abord, retard au diagnostic, puis ensuite, il est tombé... tu l'as précisé, je crois, en dehors de votre structure, sur une équipe qui a apporté trop vite le diagnostic de cholangite sclérosante. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une biopsie, il n'y a certainement pas eu de biopsie pour faire ce diagnostic et on le traite comme une cholangite sclérosante. Donc, il est vraisemblable qu'on a du mal à croire ou imaginer qu'à 45 ans, on fasse un cancer périhilaire. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que l'incidence de ce cancer augmente et qu'il n'est pas du tout impossible, pas improbable, d'avoir un cancer périhilaire chez un homme, plus souvent qu'une femme, jeune, de la quarantaine. Donc c'est un diagnostic qu'il ne faut pas exclure du fait du terrain qui se présente à vous. J'ai noté dans ta présentation, mais je n'ai pas d'explication, c'est que la gamma-GT n'était pas très élevée. Habituellement, ces malades se présentent avec des gamma-GT aux alentours de 1500. Certes, ils sont ictériques, mais ils ont une cholestase anictérique associée à la rétention biliaire, hein, c'est sûr. Donc, ça m'a un petit peu surpris. Donc, pour finir sur le retard apporté au diagnostic, la séquence donc idéale, c'est le malade est jaune, on lui fait une échographie, il y a une dilatation des voies biliaires, on suspecte un obstacle périhilaire parce que la vésicule est plate, et là,
on l'envoie dans un centre spécialisé. Il ne faut surtout pas, pardon de le dire comme ça, pardon s'il y a des collègues gastro-entérologues qui nous écoutent, il y en a peut-être, mais malheureusement, souvent, encore trop souvent, le premier examen qu'on fait à ces malades, parce qu'on veut leur rendre service, parce qu'on veut les drainer, c'est une CPRE, et que quand on fait une CPRE, on injecte du produit de contraste, et quand on injecte du produit de contraste, d'abord on infecte, et donc on ne peut plus se passer de drainer. Et quand on draine, on se coupe les ponts pour avoir une imagerie de qualité. Donc, très attention. Je pensais que le message était passé, moi, qu'il ne fallait pas faire de CPRE d'emblée, que la CPRE n'avait pas sa place dans le diagnostic, mais le message n'est pas passé du tout. C'est encore extrêmement fréquent, beaucoup trop fréquent, malheureusement, et on perd un temps considérable à prendre en charge ces malades. Et là, quand on a un drain dans la voie biliaire, avec une infection, c'est le pronostic vital qui est engagé, parce que on met du temps, on ne sait pas très bien de quel cholangiocarcinome il peut s'agir, et puis il est infecté. Et ces cholangites rétentionnelles chez des malades dénutris parce qu'ils ont un cancer qui évolue depuis longtemps sont extrêmement difficiles à traiter, très difficiles. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des jaunires, hein, c'est malade, tu vas en parler, et on en discutera tout à l'heure. Dans ton interprétation, bon, j'ai peut-être regretté que tu n'aies pas pris plus de temps pour nous bien montrer le déroulé du scanner. Ça, c'est vraiment un temps fondamental. 2 examens, tu l'as parfaitement dit, donc on fait un scanner injecté, avec un bon temps artériel, un bon temps portal, un temps tardif, et puis on fait une IRM. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne va pas d'emblée à l'IRM? Parce qu'on fait un scanner pour avoir le temps thoracique. Il y a parfois des malades qui ont des métastases pulmonaires, et ceux-là, on sait d'emblée qu'on va les orienter vers les traitements, les prises en charge palliatives. Et puis, il me semble que le scanner permet de mieux voir les adénopathies dans les hypertrophies des nœuds lymphatiques, puisque c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, dans le pédicule hépatique, voire même dans le petit épiplon, ou alors dans l'espace intera-aorticocave. Donc, on commence par un scanner et on fait l'IRM ensuite. Et si possible, on va très vite. Tu as dit quelque chose de très important, et ça, ton centre, parce que c'est un centre spécialisé, parce que vous en voyez beaucoup, parce que vous savez que ces malades se dégradent très vite et que la dégradation, la dénutrition interviennent de manière péjorative dans le pronostic, il faut être un centre spécialisé où toute la chaîne des équipes qui prennent en charge ces malades sont averties, discutent entre elles, de sorte qu'entre le moment où vous voyez le malade et le moment où le diagnostic est établi et la stratégie de prise en charge thérapeutique établie, il s'écoule quelques jours, il s'écoule 3-4 jours. Dans notre service, un malade qui arrive à la consultation, il ne repart pas de la consultation. Il reste à l'hôpital, on prend son téléphone, on téléphone immédiatement au radiologue pour pouvoir bien documenter, et celui qui va faire le drainage, tu vas en parler tout à l'heure, est déjà prévenu. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Le PET scan, on n'y croit pas beaucoup, c'est pas sensible, c'est pas très spécifique. Donc c'est sûr que s'il y a des gros ganglions intera-aorticocaves qui fixent, on se méfie, mais il y a parfois des gros ganglions intera-aorticocaves dans les cancers périhilaires qui fixent et qui ne sont pas des adénopathies métastatiques. Enfin, il y a un point que je voudrais discuter, c'est celui de la biopsie. Tu as évoqué, mais je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le sujet, on peut en discuter, tu as évoqué la biopsie à l'aiguille fine. Il faut faire attention à ce message. Je peux concevoir qu'on fasse une biopsie à l'aiguille fine sous écho-endoscopie, et encore, il faut avoir un écho-endoscopiste hyper entraîné, et moins dans la tumeur que dans les ganglions suspects du pédicule hépatique. La biopsie, c'est fait pour le ganglion, pour voir s'il est positif ou pas. Je déconseille vivement d'aller essayer de biopsier une tumeur dans un IL par voie extraluminale. On peut le faire par voie intraluminale, on peut faire un spyglass, aller prélever un fragment, on peut faire un brossage.
mais je dirais même qu'il est interdit d'aller faire une biopsie, que ce soit une biopsie percutanée ou une biopsie par voie par écho-endoscopie. Pourquoi? Ben parce que ça a été montré, ça a été montré par l'équipe de la Mayo Clinic, que ça multiplie par 10 le risque de carcinose péritonéale. Et il y a aussi des inconvénients comme le risque de péritonite biliaire post-biopsie lorsqu'on a la malchance d'aller perforer un gros canal sous pression. Donc, globalement, et tu l'as très bien fait ressortir, hein, prise en charge rapide et prise en charge spécialisée à ce stade. Voilà mes commentaires et on peut aller dans les questions. Si Astrid a quelques questions. Alors, sur les questions qui ont été posées, Monsieur Boudjemal, vous avez répondu à beaucoup, notamment sur la place du PET scan qui était donc discutable. Donc, je pense que ça, vous avez bien répondu. Et quant à la place de la biopsie, pareil, pour aller plus loin, donc également, vous avez bien répondu. Donc, je pense qu'on peut avancer sur le cas. Je voudrais... Ah, il y a quelqu'un qui parle. Oui. Oui. Je voudrais faire un petit commentaire. Je partage complètement le point de vue de Karim sur la prise en charge initiale. Je voudrais revenir sur la biopsie. Il y a quand même un élément qui est fondamental. Et là où je te rejoins, ne pas perdre de temps avec ces patients. Et malheureusement, c'est quand même plus de la moitié des patients que nous avons eus, et encore récemment, l'alerte, ce qui a alerté les gastro-entérologues ou le médecin traitant, c'est que les patients nous arrivent avec un ictère franc. Et donc, l'évolution, ces patients ont traîné de 3 à 4 mois avant d'arriver dans notre centre. Donc, il y a une perte de temps, une perte de chance dans les moyens thérapeutiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Mais la problématique, et ça, je reviens sur tes propos sur la biopsie, c'est qu'après réalisation du scanner et de l'IRM, on voit rapidement, on a une idée, même si on n'a pas un diagnostic précis, de la résécabilité de ce cholangiocarcinome. Et donc, c'est un point important car nous, on ne préconise pas la biopsie faite par les radiologues à l'aiguille fine ou pas. Je pense qu'effectivement, il y a un risque de dissémination et on le connaît bien. Mais dès lors que la résection, l'exérèse ne nous paraît pas possible, on a absolument besoin de cette biopsie. Et je vais plus loin. On a besoin de cette biopsie avec des quantités qui doivent être évoquées avec nos collègues oncologues. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une thérapie ciblée qui peut se faire dès lors que le patient va pouvoir bénéficier d'un traitement néoadjuvant avant une éventuelle résection. Donc, je parle de nos oncogénéticiens qui ont besoin de matériel. Je parle aussi des protocoles aujourd'hui d'immunothérapie, chimio associée à l'immunothérapie, qui ont nécessairement besoin d'une analyse précise de la pièce de la tumeur, et bien évidemment aussi de nos collègues anapathes qui ont besoin de ce diagnostic. Donc cette biopsie, certes, le diagnostic est clair, on peut aller au plus simple parce que le patient est résécable, on a une idée sur la résécabilité, la possibilité de le réséquer, mais dès lors qu'on n'a pas cette possibilité de le réséquer et qu'on va mettre ce patient entre les mains de nos collègues oncologues, quels qu'ils soient, la notion de quantité de biopsie est très importante. C'est ce que je viens de vivre il y a quelques jours avec le besoin de retourner à la biopsie chez ces patients pour avoir suffisamment de matériel et pour que le traitement néoadjuvant soit le mieux adapté possible. Voilà. Très bien, merci. Donc, on continue. Donc, très rapidement, quelques mots sur le cholangiocarcinome là, pour les plus jeunes. Donc, c'est bien évidemment une tumeur épithéliale primitive des voies biliaires qui peut siéger sur l'intégralité de l'arbre biliaire. C'est une tumeur qui est rare, qui présente une incidence variable dans le monde avec un pic d'incidence en Asie, notamment en Asie du Sud-Est et en Thaïlande avec des incidences de l'ordre de 80 à 90 pour 100 000 habitants. En France, l'incidence est plutôt de 1 à 2 pour 100 000 en France
patients en France et ça représente moins de 3% des cancers digestifs, avec une incidence variable selon l'âge également et un pic d'incidence qui est plutôt autour de 70 ans. La localisation, elle est donc variable, elle est classée actuellement en 3 types, donc les cholangiocarcinomes intrahépatiques, les cholangiocarcinomes périhilaires, qui sont les cholangiocarcinomes atteignant la convergence biliaire principale jusqu'au canaux de second ordre, et les cholangiocarcinomes distaux de la voie biliaire principale sous le confluent biliaire inférieur. Il existe 3 formes macroscopiques de ces cholangiocarcinomes. Le premier, c'est la forme nodulaire, le mass forming. Ça correspond au cholangiocarcinome développé aux dépens des toutes petites voies biliaires et qui est responsable d'une tumeur volumineuse, qui est un gros nodule, et c'est essentiellement retrouvé dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques. Pour les cholangiocarcinomes périhilaires, on retrouve des formes qui peuvent être péricanalaires ou les formes intracanalaires de cholangiocarcinome. L'épidémiologie propre au cholangiocarcinome périhilaire, elle est difficile à définir très précisément en raison de sa rareté et également en raison des variations de classification de ces lésions dans le temps et en fonction des différents centres et des habitudes géographiques mondiales. En tout cas, ce qui a l'air d'en ressortir, c'est que c'est un pronostic très sombre. Je cite les chiffres de cette série publiée après étude du registre Bourignon des cancers qui avait l'intérêt de bien classer ces cancers en 3 types, intrahépatiques, périhilaires et distaux, et qui comprenaient à peu près 600 malades, donc ça donne quand même des chiffres assez intéressants. La survie à 1 et 5 ans pour ces malades était de 25% et 4% respectivement, donc pour les malades présentant un cholangiocarcinome périhilaire, donc c'est une survie effectivement un pronostic très sombre, et moins de 15% des malades avaient accès à une chirurgie à visée curative. Rapidement, je rappelle que la résection à visée curative, c'est le seul traitement curatif qui permet un gain de survie significatif et acceptable, avec des taux de survie à 5 ans qu'on retrouve dans la littérature de l'ordre de 30 à 45% après chirurgie complète. En revanche, c'est une chirurgie qui est très lourde, avec des taux de mortalité proches de 10% et une morbidité grave supérieure à 50%. C'est des chiffres qu'on retrouvait également dans la série prospective de l'AFC réalisée en 2008. Qui retrouvait des chiffres de mortalité de 8% et de morbidité sévère de 57%, donc qui étaient en accord avec les pratiques internationales. Les facteurs de risque propres au cholangiocarcinome périhilaire, finalement, c'est toutes les formes d'inflammation chronique des voies biliaires, certaines parasitoses, notamment en Asie. Et ce cholangiocarcinome périhilaire, je pense que vous l'avez compris, ça pose une problématique surtout anatomique liée au siège de la tumeur et de sa situation dans le pédicule, car elle a effectivement des contacts très étroits avec, d'une part, le parenchyme hépatique, et évidemment les éléments vasculaires qui composent le pédicule hépatique. La problématique, elle est également liée à ses caractéristiques d'extension, et notamment l'extension longitudinale, qui correspond à l'extension microscopique muqueuse, sous-muqueuse et l'envahissement des plexus nerveux périartériels, qui s'étend bien au-delà de la limite macroscopique visible de la tumeur. On peut retrouver des cellules jusqu'à plus de 2 cm au-delà de cette limite, et également de ses caractéristiques d'extension verticale, par contiguïté directe et avec responsable d'un envahissement direct, soit du parenchyme hépatique, soit des structures vasculaires adjacentes. La présentation clinique, elle est dominée par l'ictère, un ictère obstructif, et un peu plus tard dans l'évolution par une altération de l'état général qui prédomine surtout sur la perte de poids en raison de l'interruption du flux biliaire, responsable de troubles d'absorption. Donc la résection chirurgicale, qui est le seul traitement curatif, doit impérativement être R0. C'est un des principaux facteurs pronostiques permettant de garantir un gain de survie significatif et acceptable. Ce sont des chiffres qui sont connus depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, afin de définir les critères de résécabilité et de prévoir cette chirurgie R0, plusieurs classifications ont été proposées. La première, c'est la classification historique de Bismuth et Corlett, décrite en 1975 et révisée en 1992, qui est une description anatomique de l'extension biliaire de la lésion. Elle est en 4 types. Elle ne prend pas en compte l'envahissement vasculaire ni les localisations secondaires, qu'elles soient ganglionnaires ou métastatiques. Chez notre patient, je rappelle que la tumeur envahissait la convergence principale ainsi que les canaux de second ordre à droite. C'était donc une tumeur de type 3A car elle laissait les convergences secondaires gauche libres. Donc, d'autres classifications étaient proposées afin de prédire avec plus de précision le taux de la résécabilité et la survie, notamment l'équipe new-yorkaise de Bloomgard et Jarnagin qui avait proposé en 2001 cette classification en 3 stades, chaque stade était corrélé à un taux de résécabilité, un taux de résection R0 et à un taux de survie. Elle reprenait l'étude de l'extension biliaire de la lésion en prenant en compte également une éventuelle atteinte portale et une atrophie hépatique associée. La classification de De Oliveira en 2011, qui est une classification très complète mais très complexe,
prenant en compte tous les envahissements possibles, c'est-à-dire l'étude anatomique de la voie biliaire, de l'atteinte biliaire, de l'atteinte portale, de l'atteinte artérielle. Elle avait également l'avantage de prendre en considération la qualité du parenchyme hépatique sous-jacent, ainsi que le volume du futur foie restant en cas de chirurgie envisagée, ainsi qu'une éventuelle invasion ganglionnaire ou métastatique. Cette classification est très complexe et finalement peu et pas utilisée en routine, en tout cas dans notre centre. Classification plus récente et très intéressante, évidemment, c'est votre classification, la classification de Rennes décrite en 2013, qui se base sur des considérations anatomiques et l'étude de la liberté ou de l'atteinte des convergences biliaires, notamment des convergences de second ordre, et qui permet de classer les lésions en deux types, type X et Y, selon l'atteinte de la convergence segmentaire des segments 2 et 3, car en effet, lorsqu'elle est libre dans les cas Y, la branche gauche de l'artère hépatique qui chemine au bord gauche du ligament hépatio-duodénal n'est jamais envahie. Et donc, c'est prédictif d'une résécabilité plus facile, notamment par la droite, car elle est associée à l'absence de gestes de reconstruction vasculaire artérielle. Alors que dans le cas des types X, qui sont caractérisés par une atteinte de la convergence sectorielle des segments 2 et 3, elle est associée dans 100% des cas dans votre série à une atteinte de la branche gauche de l'artère hépatique et très fréquemment associée à une atteinte également vasculaire à droite en raison des rapports anatomiques entre la convergence biliaire principale, la branche droite de l'artère hépatique qui passe directement au contact en arrière et la bifurcation portale, ce qui rendait ces tumeurs très difficilement résécables, voire non résécables, et la résécabilité ne peut se faire qu'au prix d'une hépatectomie très étendue, préférentiellement par la gauche, avec reconstruction sur le canal sectoriel postérieur, et nécessitant des reconstructions artérielles complexes. Enfin, la classification TNM, qui permet la classification en stades qui sont corrélés au pronostic, qui n'a pas d'intérêt en préopératoire, car elle prend en compte des données d'anatomopathologie, donc on ne peut pas l'utiliser en préopératoire. Donc, pour revenir à notre patient, qui présente donc une tumeur en effet qui est parfaitement résécable, qui n'a pas de lésion métastatique à distance, qui est classée donc Bismuth 3A, T1 dans la classification new-yorkaise et Y dans la classification de Rennes. Donc c'est une tumeur qui est a priori totalement résécable. Donc la chirurgie, elle doit être R0 et elle doit en plus de ça, on doit s'efforcer d'obtenir une marge très importante. Ça a été également démontré qu'une marge de moins de 5 mm était un facteur pronostic très péjoratif de survie. Même en cas de résection R0, on a atteint une survie qui était proche d'une résection R1 finalement. Donc il faut non seulement une chirurgie R0, mais si possible avec la marge la plus importante possible, ce qui justifie finalement le concept de chirurgie très élargie, qui doit devoir comporter au minimum évidemment la résection de la voie biliaire en portant la tumeur, associée à une hépatectomie plus ou moins étendue, un curage ganglionnaire et évidemment une reconstruction biliaire avec une anastomose biliodigestive. Donc pour notre malade, la première question à se poser, c'est le choix de l'hépatectomie, le côté de l'hépatectomie. Donc il est basé sur deux principales considérations. Déjà le côté de la tumeur et évidemment l'étude des volumes hépatiques pour évaluer la faisabilité de ce geste. Pour notre tumeur, le cas il est assez caricatural. La lésion elle est bien à droite. Le canal hépatique gauche il est long, il a l'air libre sur une bonne longueur. Les convergences des B2 et B3 elles sont libres comme dans la classification de Rennes. Donc on a vraiment envie de passer par la droite. Je pense que c'est assez évident. De plus, je rappelle qu'il a une artère hépatique droite, ce qui ne posera aucun souci pour la chirurgie, mais ce qui fait qu'on n'aura même pas disséquer de façon très proche la branche gauche de l'artère hépatique gauche issue du tronc cœliaque, car elle sera bien au bord gauche du pédicule hépatique. Je rappelle qu'on est bien dans une configuration Y selon votre classification, donc parfaitement résécable par la droite. L'hépatectomie, on l'étend systématiquement au segment 1, c'est fondé sur un rationnel anatomique, car le segment 1 il constitue le plancher de la convergence, et ces voies biliaires se drainent directement au sein de la convergence, et elles sont quasiment systématiquement envahies. C'est ce qu'avait démontré Nimura il y a maintenant plus de 30 ans, dans sa série, où plus de 95% des voies biliaires du segment 1 étaient envahies après résection. Il a été également démontré que la résection systématique du segment 1 pour chirurgie de cholangiocarcinome périhilaire permettait une augmentation du taux de chirurgie R0 ainsi qui était corrélé à une augmentation de la survie post-opératoire des malades. Le segment 4, on étend également la résection segment 4 pour des considérations également anatomiques liées à ses rapports avec le pédicule hépatique. Il a des rapports très étroits vu qu'il constitue le toit de la convergence directement au contact de la plaque hilaire et de la convergence principale. Il risque donc d'être envahi directement par contiguïté liée aux caractéristiques d'extension verticale de la lésion, mais également, son exérèse est également justifié par les caractéristiques d'extension longitudinale de la lésion, parce qu'on va effectivement chercher à avoir des marges saines
idéalement d'au moins 2 cm par rapport à la limite macroscopique. Donc là, la tumeur s'arrêtant là, on risque d'être amené à devoir emporter les voies de drainage du segment 4 et donc de réaliser cette segmentectomie 4. Donc le geste qu'on design assez rapidement finalement, c'est de réaliser donc cette résection de la voie biliaire principale associée à une hépatectomie droite étendue et élargie aux segments 1 et 4, et qu'on pourrait appeler maintenant dans la nouvelle nomenclature une hépatectomie H, A4, 5, 6, 7, 8, B. Donc nous, maintenant, on utilise de plus en plus souvent en routine des logiciels de reconstruction 3D afin un peu d'illustrer et de prévoir un peu la résection chirurgicale et les difficultés qu'on pourrait éventuellement rencontrer. Donc, je vais vous montrer pour ce patient ce qu'il en est. Donc voilà, ce logiciel qui permet, donc là, c'est le réseau Portal qui est représenté. Directement, c'est donc basé sur l'étude du scanner du malade. Pardon. Donc on peut rajouter la tumeur qui se situe là. On voit qu'elle n'envahit pas en tout cas a priori une trompe-porte. On peut rajouter les réseaux artériels et de voies biliaires qui permet de préciser son siège sur les voies biliaires. On permet d'étudier ses rapports éventuels avec les artères. Donc là, on retrouve bien la branche droite de l'artère hépatique droite issue de l'AMS, la branche gauche issue de l'artère hépatique commune qui passe bien à distance de la voie biliaire principale. Et ça nous permet également de pouvoir en tout cas visionner la résection qu'on va réaliser, tout simplement en sélectionnant les gestes. Donc on a dit qu'on réalisait une hépatectomie droite totale, qu'on va élargir au segment 1, on repère les branches du segment 1. Hop. On va élargir également, comme on l'a dit. Hop, je me suis perdu. Je la remets bien droite. Et au segment 4, donc il faut sélectionner toutes les branches segmentaires à destinées du segment 4. J'en ai une autre derrière. Ah, pardon, excusez-moi. Je remets le foin droit. Je pense que là, je suis presque bon. Je crois qu'il y a celle-là. Voilà. Et on peut rajouter donc toutes les structures, ainsi que les veines et le foie. Et donc, on voit que ce geste correspond effectivement à une hépatectomie droite élargie au segment 1, qu'on visualise très bien ici avec la veine cave, et qui préservera uniquement le lobe gauche, les segments 2 et 3, et qui sont indemnes et qui sont loin, en tout cas les bifurcations de second ordre sont loin de la lésion tumorale visible ici. Voilà. Je reviens sur mon PowerPoint. Ça, c'est la mission. Je suis bien revenu sur le PowerPoint. Je pense que oui. Donc, on doit également parler un petit peu du curage ganglionnaire, parce qu'on sait que l'envahissement ganglionnaire est un facteur pronostic très fort de survie après résection. On le retrouve dans la classification TNM et ainsi que dans quasiment toutes les séries de résections chirurgicales de cholangiocarcinome périlaire. C'est un facteur pronostic très péjoratif, indépendamment même de l'invasion vasculaire, qu'elle soit atteinte ou non, et en raison qu'en fait l'envahissement ganglionnaire correspond plus qu'à une extension locale, c'est finalement déjà le début d'une maladie métastatique. L'intérêt d'un curage à visée curative et extensif, ça reste actuellement toujours débattu. Le bénéfice, il n'est pas encore formellement démontré. Nous, en pratique courante, on réalise un curage complet du pédicule hépatique à visée de staging, en étant à l'artère hépatique. Il faut surtout retenir qu'il ne faut pas hésiter à réaliser une analyse extemporanée des ganglions à distance, notamment para-aortique, s'il nous paraît suspect visuellement, car en cas d'envahissement, il faut surseoir au geste de résection, car ces malades sont en fait déjà d'emblée métastatiques et leur taux de survie à distance est comparable aux malades qui ne sont pas réséqués. Donc il faut bien penser à au moins essayer de visualiser ces ganglions et au moins de caractère suspect, ne pas hésiter à réaliser une analyse extemporanée. On peut difficilement parler de chirurgie du cholangiocarcinome périlaire sans évoquer la résection vasculaire et le concept de NEOS, de résection hilaire en bloc, selon le principe de no touch, qui est un principe carcinologique visant à ne pas disséquer au contact de la tumeur.
Ce concept était justifié également sur des considérations anatomiques parce que la tumeur qui atteint la convergence biliaire principale, elle est majoritairement située à droite, cette convergence du pédicule hépatique, au contact direct de la branche droite de l'artère hépatique et de la bifurcation portale. Donc l'équipe de Berlin-Neuhaus avait proposé une technique chirurgicale de résection en bloc systématique du pédicule sans dissection des éléments cellulo-ganglionnaires le constituant afin de ne pas risquer les fractions tumorales. Cette technique comprenait donc une résection en bloc avec section du tronc porte et de la branche portale gauche avec reconstruction portale immédiate afin de garantir une sécurité oncologique d'exérèse. Ce concept a été débattu. Lui, dans son équipe, ils ont montré un bénéfice oncologique en comparant 50 malades opérés selon ce principe du no-touch versus 50 malades opérés de façon conventionnelle. Ils ne mettaient pas en évidence de différence en termes de mortalité post-opératoire entre les deux groupes. Cependant, on retrouvait quand même un taux d'insuffisance hépatocellulaire post-opératoire qui était supérieur dans le groupe des patients opérés avec résection en bloc, même si ce n'était pas significatif dans sa lésion. Il avait démontré un gain de survie global chez ces malades en appliquant cette technique. Simplement, cette technique, ce gain de survie était significatif seulement après exclusion des malades décédés en périopératoire. Donc, nous, on n'applique pas cette technique forcément de façon systématique parce qu'on considère quand même qu'il y a une morbidité et une mortalité majorée à ce geste de résection vasculaire qui n'est pas du tout anodin. Et c'est finalement des données qu'on retrouve dans cet article très récent publié dans Annals of Surgery d'évaluation des benchmarks pour la résection chirurgicale des cholangiocarcinomes périhilaires qui s'appuie sur l'expérience de 24 centres experts à travers le monde. On s'aperçoit en analysant un peu cet article qu'il y a une comparaison faite entre les hépatectomies droites conventionnelles, qu'elles soient élargies ou non, associées ou non à une résection portale de principe. Entre ces groupes, il n'y avait pas de différence sur le taux de résection R0, sur le taux d'envahissement ganglionnaire, ni sur l'invasion vasculaire. Donc le bénéfice finalement de cette résection, il n'est pas forcément très intéressant. En revanche, il y avait une différence très significative en termes de survie globale entre ces deux techniques en défaveur de la résection en routine de la bifurcation portale, avec une morbidité très majorée, une mortalité à 82 jours également très majorée. Ces données de surmorbimortalité, on les retrouve également dans la série de Nagoya, de l'équipe japonaise de Nagoya, là, du professeur Nagino, publiée il y a très très peu de temps également, qui font part de leur expérience de près de 800 résections de cholangiocarcinome périhilaire, avec notamment des formes étendues avec extension vasculaire. On retrouve, malgré des chiffres qui sont évidemment très très bons et très impressionnants, quand même une surmorbidité avec plus d'insuffisance hépatocellulaire significativement après résection vasculaire, ainsi qu'une mortalité qui était un peu plus élevée dans le groupe des patients ayant bénéficié d'une résection vasculaire. Donc, ils ne sont évidemment pas du tout en faveur du concept de résection en bloc et de résection vasculaire systématique, mais ils sont plutôt en faveur d'une sélection des malades parce que la résection vasculaire, en revanche, elle profite à des malades qui sont bien sélectionnés et qui présentent une forme un petit peu avancée. Bon, ça dépasse un peu notre malade parce qu'il y a un gain de survie réel chez ces malades par rapport à des malades qui ne sont pas réséqués. Donc, c'est finalement un peu cet état d'esprit qu'on a nous aussi. C'est-à-dire que la résection portale, on ne la réalise pas systématiquement devant ce surrisque de morbimortalité. En revanche, on la réalisera en cas de suspicion d'envahissement selon les constatations péropératoires. Donc voilà, finalement, RCP, donc on valide ce geste sur ces arguments d'une hépatectomie droite élargie au segment 1 et 4, avec résection de la voie biliaire en monobloc, sans résection portale de principe, en fonction des constatations péropératoires, selon évidemment le bilan d'opérabilité, de faisabilité de ce geste. Voilà, c'était la deuxième partie de cette présentation. Bah, écoute, bravo Cyprien, c'était parfaitement clair et pour tout dire passionnant. Très bien fait, hein, bravo. J'ai quelques petits points à commenter pour ouvrir un peu le débat. Dans les facteurs de risque, là, tu as très bien dit hein, que c'était maladie inflammatoire chronique des voies biliaires, qu'elle soit auto-immune, cholangite sclérosante primitive, ou alors liée à un obstacle, que ce soit l'ascaridiose ou alors les calculs, tout simplement, les calculs dans la voie biliaire. Mais très souvent, on ne retrouve aucun facteur de risque. Et c'est ça qui est peut-être important à faire ressortir, c'est que dans l'immense majorité des cas de ces tumeurs de Kaskine, on n'a pas de facteur de risque reconnu. Voilà.
il y a eu, je n'ai plus en tête parce que je n'ai pas préparé ça, une observation à propos de 3 cas d'ouvriers qui travaillaient dans une imprimerie et qui manipulaient le trichloroéthylène et qui tous les 3 se sont présentés à la consultation avec un cholangiocarcinome périhilaire, hein, donc tout à fait étonnant comme article, comme rapport, comme observation. Et systématiquement, je demande à mes malades, quand ils sont jeunes, ou pas d'ailleurs, où ils travaillent ou où ils ont travaillé pour savoir s'ils ont été exposés à des toxiques. Donc ça fait partie de l'enquête qu'il faut mener quand on interroge ces malades. Deuxième petit commentaire, celui des classifications. Alors, tu les as toutes données, mais je voudrais dire qu'elles ne se situent pas toutes sur le même niveau. Il y a des classifications diagnostiques, il y a des classifications plutôt stratégiques, et il y a des classifications comme la classification TNM ou la classification de Zurich, qui sont des classifications d'aucune utilité dans la prise en charge de ces malades avant la chirurgie. Ce sont des classifications qui permettent de bien caractériser les lésions pour pouvoir comparer les malades et donc mener de grandes études multicentriques. Et ce n'est pas un hasard si c'est l'équipe de Zurich qui sait faire ce type de travail, qui a mis au point cette classification pour pouvoir créer des registres où tout le monde parle la même langue. Donc, je ne les mettrai pas du tout sur le même plan que la classification de Bismuth, que la classification de New York et que la classification de Rennes. Alors, juste un petit commentaire. Tu as très bien décrit la classification de Rennes. Je voudrais insister sur le fait que cette classification, eh ben, on l'a décrite parce qu'on en avait un peu marre de voir des malades arriver à la consultation avec un drain posé par des gastro-entérologues qui avaient décidé qu'il s'agissait d'un bismuth type 4. C'est très difficile de faire le diagnostic, je veux dire de caractériser anatomiquement un cancer périhilaire et de le catégoriser dans la classification de bismuth. C'est une classification extrêmement ingénieuse qui, pour ceux qui savent la manier, qui la connaissent bien, qui savent lire et interpréter un scanner et une IRM, est extrêmement précieuse, bien sûr. Mais elle ne donne aucune information sur le niveau d'envahissement vasculaire et elle peut-être laisser croire que tous les cholangiocarcinomes d'huile naissent dans le canal hépatique commun et s'étendent progressivement, soit dans la branche droite, soit dans la branche gauche. Or, la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'on peut parfaitement avoir un cholangiocarcinome qui naît au niveau de la convergence ou sur le canal hépatique gauche ou sur le canal hépatique droit, comme dans ton cas d'ailleurs dans ton observation, hein, c'est sur le canal hépatique droit, il me semble, que se situe la tumeur. Et là, ça peut prêter à confusion. Donc, voilà. La classification de New York est vraiment compliquée à utiliser, et qui plus est, elle se réfère dans son type 2 à la classification de Bismuth. C'est une classification qui va de pair avec celle de Bismuth et Corlett, donc voilà, plus difficile à manier. Ceci dit, il était judicieux, intelligent de regarder tout de suite la veine porte, l'envahissement de la veine porte, l'atrophie du foie gauche pour déclarer que ça n'allait pas se terminer en hépatectomie droite, parce que sinon il ne restait plus rien au malade. Voilà. Le segment 4, ça pose un petit problème. Tu as bien dit hein, qu'on enlevait le segment 4. Tu nous as montré sur ce magnifique écorché du foie avec tous les segments, les sous-segments. L'importance d'enlever le segment 4, je voudrais ajouter à ta présentation deux points importants. Le premier, c'est que le canal hépatique gauche, tel qu'on l'imagine, n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'il est son orifice, d'abord, dans la convergence, se trouve situé dans 82% des cas à moins de 1 cm de la convergence droite-gauche. Donc, ce qui laisse entendre que souvent il est envahi. Hein, quand c'est un cholangiocarcinome de type X,
ou même de type Y, parfois, il est souvent envahi parce qu'il est tout près de la convergence et que ce n'est pas un canal qui est perdu comme ça dans le parenchyme et qui vient s'aboucher. Non, il longe, il est intraglissonien tout au long de son trajet sur le bord gauche. Il reçoit les sous-canaux, sous-segmentaires et continue de manière adjacente à la convergence pour aller s'aboucher définitivement près de la confluence. Donc, vouloir le préserver, l'isoler, l'individualiser au plan chirurgical est extrêmement compliqué, d'où peut-être l'intérêt qu'il y a à systématiquement enlever le segment 4 quand on fait une hépatectomie droite élargie, comme vous souhaitez le faire d'ailleurs dans cette observation. Question, ton logiciel, il calcule les volumes aussi. Tu vas en parler peut-être là tout de suite. À préciser parce qu'on en parle un petit peu après. D'accord, oui, très bien. Alors, j'ai encore deux petits points à discuter avec toi et pour l'ensemble des collègues qui nous écoutent. L'envahissement ganglionnaire, ben, on ne sait pas très bien, nous on est en difficulté, je veux dire, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il faut s'arrêter de resséquer, à quel niveau d'envahissement. Quand le ganglion cœliaque est celui de la faute de l'artère hépatique, là, le gros ganglion est envahi, je ne sais pas, moi, s'il faut continuer l'intervention ou s'il ne faut pas la continuer. J'en sais rien du tout. Je n'ai pas d'éléments dans la littérature. Ce n'est pas très clair, tout ça. C'est important pour la classification, mais pour le pronostic post-opératoire, ce n'est pas très clair. Il y a des études qui ont montré quand même clairement que les malades opérés, même quand ils étaient N+, allaient plus loin dans leur survie que les malades qui n'étaient pas opérés et chez qui était mis en route un traitement à visée palliative. Je voudrais préciser aussi qu'il y a d'autres arguments pour arrêter d'opérer, c'est la carcinose péritonéale, donc un examen très soigneux avant l'intervention, et puis enfin un argument supplémentaire qui est celui des toutes petites métastases intraparenchymateuses ou superficielles qu'on n'a pas pu voir au cours de l'exploration scanographique ou par l'IRM et qu'on peut découvrir à l'échographie péropératoire, bien que cet examen soit très gêné, en tout cas entre nos mains, par la dilatation des voies biliaires du côté où les voies biliaires restent encore dilatées, parce qu'en général, on n'a pas tout pu drainer. Et pour finir, dernier point de discussion, celui de la résection de la bifurcation. C'est tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, à ceci près que enlever une convergence quand on fait une hépatectomie gauche, ça pose des difficultés de rétablissement de la continuité parce que la branche gauche de la veine porte, elle est courte. Et puis, ça pose des difficultés quand on fait une hépatectomie droite. Mais cette fois, c'est l'inverse parce que la veine porte, elle est longue, elle est parfois trop longue. Et quand on ne la résèque pas, ça décrit des courbes disharmonieuses qui font qu'on se trouve en difficulté secondairement. Donc, il vaut mieux resséquer quand c'est à gauche et pas resséquer quand c'est à droite. En tout cas, c'est notre point de vue, quand il n'y a pas d'évidence d'envahissement. Voilà, merci en tout cas. Il n'y a pas eu d'autres questions. En tout cas, vous avez répondu à la plupart. Et pour les questions sur le drainage biliaire ou l'embolisation portale, ça va arriver dans la suite du cas clinique. Donc, je laisse Cyprien avancer. Merci. Oui, effectivement, c'est la suite. Donc, là, une fois avoir décidé du geste d'hépatectomie très étendue chez ce patient, la question qu'on doit se poser, évidemment, c'est son opérabilité. Est-ce qu'on l'opère d'emblée, ce malade? Et là, finalement, il va falloir raisonner comme des chirurgiens hépatobiliaires et comme des chirurgiens oncologues, surtout, oncologiques. Donc, la première question à se poser, finalement, avant de poser les problématiques de volume et d'ictère, c'est l'évaluation du statut nutritionnel du malade, parce qu'on l'emmène dans une procédure qui va être longue, complexe et lourde. Chez ce malade, je rappelle qu'il a une perte de poids de plus de 10% en moins de 6 mois, vu qu'il a perdu à peu près 12 kilos depuis le début du mois de juillet. On est au début du mois d'octobre. Il avait un poids de forme aux alentours de 114 kilos. Là, il fait plus que 91 kilos. Il commence à présenter une certaine anorexie, des douleurs abdominales. On avait une albuminémie qui était bonne, mais qui était plutôt vers les normes basses. Donc, rapidement, on le présente à l'équipe diététique du service.
Et on décide de mettre en place une nutrition entérale par sonde nasogastrique d'alimentation parce que c'est très simple à poser, peu invasif. Et surtout, on essaie de le faire le plus tôt possible dans la prise en charge afin qu'il puisse en bénéficier un maximum avant la chirurgie et de casser le cercle vicieux de la dénutrition. Nous, par habitude de service, avant toute chirurgie oncologique, on instaure également une immunonutrition par oral impact à J-7. Ça, c'est une habitude qu'on va probablement abandonner. Je rappelle les résultats de l'essai français ProPills qui n'a pas montré de bénéfice en termes de mortalité post-opératoire de l'immunonutrition dans le cadre des chirurgies de résection hépatique pour cancer. Donc, c'est probablement quelque chose qu'on va être amené à abandonner prochainement. Donc, une fois qu'on a décidé du statut nutritionnel, on se pose la question qui est finalement fondamentale parce que c'est ça qui va nous poser la question de l'opérabilité, c'est le volume du foie parce qu'on s'apprête à faire une hépatectomie très, très étendue. Je n'avais pas encore donné les valeurs de volume de ce malade, mais évidemment, on les a calculées dès le scanner réalisé au premier jour, parce que les radiologues ont l'habitude de le faire, donc ils ont prédit aussi le geste qu'on allait faire. Et donc, le volume du futur foie restant chez ce malade, donc en gardant seulement les segments 2 et 3, était de 26,7%. Donc, on calcule également le ratio par rapport au poids du corps qui avait été décrit par l'équipe de Lille. Là, on trouvait un ratio à 0,77. Donc, je rappelle que l'équipe de Lille avait déterminer un cutoff à 0,5 qui était prédictif d'un faible risque, lorsqu'on est supérieur à ce ratio, un faible risque de mortalité post-opératoire. Donc là, devant ces chiffres, on pourrait se dire qu'on est finalement à un volume un petit peu limite, mais qui pourrait autoriser une chirurgie d'emblée. Mais il ne faut pas raisonner de cette façon-là forcément, même si on n'est pas face à un foie cirrhotique, parce qu'on est surtout face à un foie qui est très cholestatique. Et ça, c'est une notion qui est considérable à prendre en considération, parce que la cholestase, elle va altérer les fonctions de régénération du foie, et c'est également un risque indépendant de défaillance hépatique post-opératoire. Donc, on a l'habitude finalement d'avoir des seuils un peu plus élevés d'objectifs de volume de foie. Ça avait été décrit par l'équipe italienne du professeur Ferrero, qui avait déterminé un cutoff pour foie sain de 26,5% et un cutoff pour les foies cholestatiques supérieur à 31%. Donc, les chiffres en tant que tels, ils n'ont pas une valeur forcément fondamentale. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est de garder justement un objectif un peu supérieur. Donc, nous, on a l'habitude de raisonner avec ces chiffres-là. On cherche un volume de futur foie restant au moins supérieur à 30, mais plutôt proche de 40%, avec un ratio supérieur à 0,8. Donc, on n'en était pas très loin chez ce malade. Donc, on a décidé d'une technique d'hypertrophie du foie finalement assez simple et pour être la moins morbide possible. Donc, on a décidé de réaliser une embolisation portale droite simple, sans embolisation du segment 4. Ni embolisation sushépatique associée. On se pose ensuite la question de l'ictère, qui finalement, on en parle en dernier, alors que c'est la chose dont tout le monde nous parle en premier. Je rappelle que ce malade, il a un ictère qui continue un petit peu de se majorer. Là, il est proche de 300 au moment de la prise en charge, mais il n'est toujours pas compliqué, il n'est toujours pas en angiocolite, il n'a toujours pas de défaillance d'organes, que ce soit hépatique ou rénale. Donc finalement, cet ictère, il n'y a pas de raison de se jeter dessus. Je rappelle que l'ictère préopératoire, c'est un facteur de risque majeur de mortalité post-opératoire après hépatectomie étendue. Donc, il existe un rationnel physiophysiologique qui est très fort en faveur du drainage, parce que ça améliore la fonction hépatique, les capacités de régénération du foie, notamment post-opératoire. Ça diminue le risque de translocation bactérienne. Ça améliore l'état nutritionnel lorsqu'on rétablit un flux biliaire. Ça permettra une meilleure absorption. Ça améliore la réponse inflammatoire et ça diminue bien évidemment le risque d'angiocolite obstructive tout le long d'attente de la chirurgie. Cependant, des techniques de drainage présentent des complications propres qui sont parfois très sévères et qui peuvent même engager le pronostic vital du malade et qui sont en tout cas susceptibles de retarder la chirurgie avec une évolution du malade qui peut se faire jusqu'à un mode qui soit non résécable. Donc, ce qui explique la forte controverse qu'il existe dans la littérature sur la place du drainage. Et l'analyse de cette littérature, finalement, elle est très compliquée parce qu'on est face à une littérature très, très, très abondante et difficile d'accès et surtout difficile d'analyse parce qu'on parle d'une pathologie qui est très rare, qui est finalement rare, qui pose des problèmes de classification qui se présentent de façon très variée. Les prises en charge, elles sont également complexes et très variées. Il y a une grande multitude de pratiques dans le monde, ce qui aboutit finalement à des comparaisons qui sont souvent peu homogènes entre elles, et en tout cas à faible niveau de preuve, souvent des essais rétrospectifs de faible effectif qui sont comparés entre eux. On n'arrive pas très bien à faire la part des choses et on aboutit à des résultats qui sont un peu contradictoires et en tout cas surprenants. Par exemple, le résultat de cette méta-analyse qui évaluait l'impact post-opératoire du drainage préopératoire des cholangiocarcinomes périhilaires sur un pool de près de 900 malades, donc c'est quand même assez intéressant. Et finalement, les résultats de cette méta-analyse, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de mortalité post-opératoire avant ou après drainage, et qu'il y avait même une tendance à une augmentation un peu de la morbidité post-opératoire dans le groupe des patients drainés. Donc ça peut nous perdre un petit peu.
En fait, il faut raisonner un peu plus logiquement. Et la conclusion en fait, de cet article, c'était qu'il faut sélectionner les malades qu'on va drainer et surtout poser la bonne indication du drainage. Donc, en regardant un peu plus près, cette série française, enfin européenne, rétrospective, qui comparait, qui incluait près de 360 hépatectomies majeures pour cholangiocarcinome périhilaire, retrouvait finalement des données qui sont logiques. L'ICTER, en tout cas l'hyperbilirubinémie préopératoire, était un facteur de risque important de mortalité post-opératoire, et particulièrement dans le cas des patients opérés d'une hépatectomie droite. C'était encore plus fort, et la réalisation d'un drainage biliaire chez ces malades, en tout cas, dans ce groupe-là de malades, était un facteur protecteur de mortalité post-opératoire. Et on ne retrouvait pas cette notion, finalement, on retrouvait même la notion inverse dans le cas des hépatectomies gauche. On peut être encore plus perdu, mais en fait, ça s'explique essentiellement sur un rationnel de volume. Finalement, il faut ramener cette notion d'ictère à la notion de volume hépatique. Évidemment, qu'à des hépatectomies droites, et notamment des hépatectomies droites étendues, on laisse un volume de futur foie qui est plus faible que vers la gauche, et ce qui explique probablement que l'intérêt du drainage il est majoré chez ces patients à qui on va laisser un faible volume de foie. C'est ce qui avait été démontré par l'équipe new-yorkaise, qui avait étudié l'impact du drainage biliaire du futur foie restant en le stratifiant sur le volume de ce futur foie. Dans leur série, c'est une courte série de 60 malades, mais ce qui est intéressant, c'est que la mortalité et l'insuffisance hépatocellulaire post-opératoire, elle était très élevée dans le groupe des patients qui présentaient un faible volume de futur foie restant, moins de 30%. Et par contre, lorsque ce futur foie restant était drainé, il n'y avait plus aucune mortalité, et c'était très statistiquement significatif par rapport aux patients non drainés. En fait, ça s'explique simplement parce que le drainage du foie biliaire va améliorer les fonctions de régénération du foie, et donc en cas de petit foie, il va potentialiser l'effet d'hypertrophie de l'embolisation portale. C'est ce qui avait été démontré par l'équipe de Makouchi, qui avait comparé, lui, l'intérêt d'un drainage sélectif du foie qui va rester par rapport à un drainage total du foie après embolisation portale. Il avait mis en évidence que le ratio d'hypertrophie était meilleur en drainant sélectivement seulement le foie qui reste par rapport à un drainage total. Et en fait, cet effet il est finalement logique, c'est que ça potentialise l'effet d'hypertrophie de l'embolisation portale. Et en fait, finalement, on a un intérêt à ne pas drainer le foie qui va partir parce que ça va le laisser s'hypotrophier finalement. C'est ce qui va aussi renforcer la croissance et la régénération du foie contralatéral. Donc le foie, je pense dans ce cas-là, il faut le drainer, évidemment, vu qu'on a été sur un petit foie. Les modalités du drainage, alors là, c'est également très, très compliqué à analyser dans la littérature. Les modalités de drainage, elles sont excessivement variées au travers le monde. Donc là, je vais citer simplement ce qu'on fait chez nous et ce qu'on fait majoritairement, je pense, en France. On a accès à deux types de drainage. C'est le drainage par voie endoscopique avec la mise en place de prothèses ou le drainage radiologique par voie percutanée. Donc l'analyse de la littérature, elle se heurte aux mêmes écueils finalement que l'analyse de la place du drainage biliaire. On a un peu le même problème. En revanche, ce qui a l'air de ressortir, c'est qu'il y a quand même des avantages et des inconvénients pour chaque. Le drainage endoscopique, il a l'avantage d'être plus physiologique puisqu'il va rétablir un flux biliaire. Il est mieux toléré par le malade, il ne nécessite pas de système d'appareillage pour la récupération de la bile. Il permet au besoin d'obtenir une preuve anapathe. Pour revenir à la discussion initiale, cependant, ses complications propres, c'est qu'on retrouve plus de pancréatite aiguë après ce drainage, des angiocolites par infection par reflux digestif, et parfois il n'est pas complet, il nécessite un drainage complémentaire par voie percutanée. Il y avait plus de recours à un drainage complémentaire après drainage endoscopique. Pour le drainage radiologique percutané, il a l'avantage de permettre un accès permanent aux voies biliaires. Donc, si on a besoin de réaliser d'éventuelles cholangiographies de contrôle, il semble présenter quand même un risque infectieux moindre et il peut être laissé en post-opératoire, notamment pour drainer l'anastomose biliodigestive. On peut le laisser comme tuteur sur l'anastomose. Ça peut être un intérêt également de ce drainage. On retrouve plus de fistules biliaires liées à ce type de procédure, avec un risque hémorragique également plus élevé. C'est plus inconfortable pour le patient qui va devoir garder une poche de recueil un peu jusqu'à la chirurgie. Donc, ça nécessite des soins infirmiers quotidiens à domicile. Ce n'est pas forcément toujours idéal. Et il a été décrit également un risque un peu plus élevé d'essaimage tumoral. Donc, finalement, il y a peu d'essais très pertinents vu que c'est essentiellement des méta-analyses. On peut quand même citer cet essai prospectif randomisé du groupe néerlandais qui a cherché à évaluer l'impact des complications entre les deux types de drainage, entre le drainage et la chirurgie. Malheureusement, cet essai a dû être arrêté à mi-inclusion en raison d'un taux de décès post-opératoire nettement supérieur dans le groupe des patients drainés par voie percutanée. Alors, sans réellement trouver d'imputabilité directe au drainage, vu qu'à l'analyse à mi-inclusion, il n'y avait pas de différence en termes de complications entre les deux types de drainage. Donc, c'est peut-être lié à un biais lié au fait de ne pas avoir atteint le nombre de sujets nécessaires. Donc, en tout cas, cette tentative d'essai ne permet pas de répondre aisément à la question.
Donc finalement, il faut rester rationnel et simple. Nous, c'est ce qu'on fait, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est en tout cas ce qui est consensuellement retenu. Les indications du drainage, c'est il faut vraiment le faire en cas de petit foie restant, inférieur à 40%, en association avec une procédure d'hypertrophie du foie, type embolisation portale. Évidemment, réaliser un drainage biliaire en cas d'ictère compliqué d'une angiocolite obstructive qui résisterait au traitement médical. En cas de dénutrition, c'est donc très important de rétablir un flux biliaire. En cas d'insuffisance rénale ou de dysfonction hépatique liée à l'ictère, il faut bien évidemment drainer les voies biliaires et avant un éventuel traitement par chimiothérapie, même si là, ça ne nous concerne pas dans ce cas. Les modalités du drainage, on l'a dit, c'est mieux de drainer seulement le futur foie restant. Ça va vraiment potentialiser l'effet de l'embolisation portale et permettre une meilleure hypertrophie du foie parce qu'en fait, finalement, il faut vraiment retenir que c'est le volume qui est important et pas l'ictère en tant que tel. Les techniques, elles sont à discuter au cas par cas selon les habitudes des équipes, des centres, la disponibilité également des plateaux techniques et du bloc opératoire. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps, de ne pas rentrer dans des procédures trop morbides. Il ne faut pas retarder la prise en charge thérapeutique. Idéalement, si on peut choisir une technique qui rétablit un flux biliaire, c'est mieux, c'est plus physiologique et ça aura un bon impact sur l'état nutritionnel du malade. Et en cas de drainage endoscopique, il faut vraiment, c'est fondamental, bien préciser si ce n'est pas automatique, de mettre des prothèses plastiques avant chirurgie et pas du tout des prothèses métalliques. Donc voilà la procédure qu'on a décidée. Maintenant, quant aux modalités de réalisation de cette optimisation préopératoire, classiquement, dans la littérature sont décrites depuis de nombreuses années des stratégies séquentielles, avec d'abord une diminution de la bilirubinémie par drainage biliaire, puis embolisation portale, après normalisation, afin d'avoir un bon effet d'hypertrophie. L'écueil un peu de cette technique, c'est que ça allonge la durée d'optimisation préopératoire avec un délai minimal finalement de 6 à 8 semaines. Moi, je vous rappelle que ce malade, finalement, il traîne son histoire depuis le début du mois de juillet. Là, on est au mois d'octobre, ça fait déjà 3 mois. C'est une maladie qui est très agressive. On a peur donc d'un risque de progression tumorale. Donc, on décide finalement une stratégie un petit peu plus rapide, un petit peu à l'image du protocole que vous aviez proposé en 2010 dans un article visant à prouver le bénéfice d'un protocole d'optimisation préopératoire. Dans votre série, vous proposiez un protocole d'optimisation en un temps associant une embolisation portale et un drainage biliaire percutané externe au cours de la même procédure avec un protocole de réinstillation biliaire avant la chirurgie, avec des très bons résultats en termes de complications post-opératoires et même avec un effet sur la survie des malades. Nous, on n'a pas exactement appliqué ce protocole, on en garde l'esprit. On a appliqué un protocole qui avait été décrit par le professeur Guillu, qui est le radiologue de notre centre, qui propose au cours d'un geste unique sous anesthésie générale, qu'on fait au bloc opératoire dans notre salle hybride, l'association d'un drainage biliaire percutané, qui est un drainage interne-externe, donc qui vise également à rétablir un flux biliaire, associé à une embolisation portale droite dans le même temps. On réévalue les volumes et le bilan à 1 mois et on réalise la chirurgie 1 mois après. Il avait montré au cours de cette étude préliminaire effectivement très peu de malades, mais ça permettait un bon degré d'hypertrophie, un bel effet également sur la normalisation de la bilirubinémie et les suites opératoires étaient très favorables. Il y avait 0% de mortalité sur ces 4 malades avec très peu de morbidité post-opératoire et des résections R0. Voilà, donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc finalement, cette procédure, on la réalise le 13 octobre, donc une semaine après la RCP et 15 jours après la première consultation. Donc c'est ce qu'on disait, l'intérêt d'aller quand même assez vite, finalement, avec une bonne communication entre les différents acteurs qui vont intervenir. On peut en 15 jours, finalement, aller très loin et très vite dans la prise en charge. Donc là, c'est M. Guillu qui réalise ce geste, qui met en place un drain interne-externe par voie percutanée, suivi immédiatement d'une embolisation portale. Voilà pour cette partie de gestion d'optimisation préopératoire. Écoute, merci encore pour ce segment d'observation qui est parfaitement expliqué. Je partage vraiment la quasi-totalité de ce que tu as exposé, de ce qui est votre attitude à Montpellier. Quelques petits points de détail, peut-être d'éléments de discussion, en tout cas, voilà, il faut le prendre comme ça. On ne met pas de sonde nasogastrique si les patients sont capables de s'alimenter. On leur évite le tuyau dans le nez. On ne fait plus du tout d'immunonutrition. Comme tu le dis, il y a un essai prospectif randomisé qui a montré que c'était absolument inutile, en tout cas qu'il n'y avait pas de différence entre les malades immunonutris et ceux qui ne l'étaient pas.
Et il y a aussi une publication qui est passée inaperçue, qui est une publication unicentrique qui avait été faite à Rennes il y a une dizaine d'années et qui montrait que l'immunonutrition ne modifiait absolument pas la récupération hépatique après hépatectomie majeure pour carcinome hépatocellulaire. Et on voyait que finalement le facteur 5 post-opératoire était exactement le même. Donc nous, il y a longtemps qu'on a arrêté de faire de l'immunonutrition, plus des produits qui coûtent extrêmement cher. Mais attention, si on arrête l'immunonutrition, on n'arrête pas la nutrition entérale et la prise en charge nutritionnelle qui est un élément fondamental chez ces malades. Alors, là où on ne fait pas tout à fait la même chose, ou si, finalement, on fait la même chose, c'est qu'on draine et on embolise dans le même temps. Alors, tu dis qu'à Montpellier, vous drainez en percutané et vous embolisez dans le même temps. C'est ce que l'on faisait, ce qui est rapporté dans le papier que tu as présenté, là, de Annals of Surgical Oncology. À cette époque, on faisait du drainage percutané. Et puis, on a arrêté de faire des drainages percutanés parce qu'on avait un certain nombre de complications liées au déplacement du drain, notamment quand on drainait du côté droit, du fait des cisaillements que fait le foie avec la paroi. Et donc, ça déplace, ça fait sortir le drain qui, lui, est fixé à la peau. Donc, ça finit par le faire sortir, surtout si la queue de cochon n'est pas tendue. Voilà, donc on draine maintenant de manière rétrograde et on embolise dans le même temps. Donc même séance opératoire. Pardon, on drainait dans le même temps et maintenant on draine en décalé, mais quasiment le lendemain, tout de suite. On n'attend pas que le malade ait déjauni pour l'emboliser et on n'attend pas qu'il ait été embolisé pour aller le drainer par voie rétrograde. Juste un petit point d'expérience, là j'en rapporte de l'expérience, c'est que le drainage à droite est compliqué. Beaucoup plus compliqué qu'à gauche parce que naturellement, le cathéter rétrograde, il va du côté gauche. Et aller drainer un malade à droite, surtout quand la tumeur est obstructive ou quasi obstructive, c'est presque toujours l'échec. Donc, je crois qu'il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas te dire je fais que du rétrograde ou je fais que du percutané. Nous, on privilégie le rétrograde parce que pour le confort du malade, c'est bien mieux. Mais si on ne peut pas, on revient à la bonne méthode classique du drainage, donc percutané. Alors, il y avait une idée comme ça qui circulait dans la littérature, qui était le fait que le drain ne devait jamais franchir la tumeur. Parce qu'on faisait une effraction tumorale et qu'on transformait une chirurgie potentiellement R0 en une chirurgie d'emblée R1, dans la mesure où on avait franchi la tumeur et donc créé comme ça des zones d'excoriation sur la paroi tumorale. Ça n'a jamais été clairement démontré. Donc, je crois qu'on peut mettre un drain interne-externe ou un drain externe. C'est un petit peu comme on veut quand on fait les choses par voie percutanée. Voilà. Sinon, la prise en charge est parfaitement décrite telle que tu l'as fait. Merci. Si, peut-être un dernier petit point. Quand vous drainez vos malades en externe, ce qu'on faisait donc avant, on les prenait dans le service une semaine avant pour les réinstiller. Donc, réinstillation biliaire, parce que ça réduit la translocation bactérienne, parce que les microvillosités peuvent repousser quand elles sont dans un bain de bile. On prend quand même toujours soin de les drainer, ces malades qui sont ictériques. Contrairement à ce que vous semblez avoir fait chez votre patient, vous ne l'avez pas drainé dans la bile, si? Oui. Il a été drainé sur le plan biliaire, oui. Bien sûr, oui. Oui, c'est ça. Très important aussi pour la fonction rénale. On ne le dit jamais assez, c'est qu'il y a une atteinte tubulaire liée à l'augmentation du taux de bilirubine et de sel biliaire dans le sang. Atteinte tubulaire, donc il faut prendre ces malades quand ils sont drainés par voie percutanée pour les réinstiller quelques jours avant, une semaine, peut-être 2 semaines avant, et puis les réhydrater pour qu'ils arrivent à l'intervention avec une fonction rénale optimale. Voilà. Merci. Il y a un commentaire plus qu'une question, je pense, de professeur Suc de Toulouse
qui est: est-ce que les endoscopistes savent mettre le drain du bon côté? Je voulais répondre, mais je pense que c'est une vraie question. Et moi, en tout cas, alors dans ma faible expérience, mais en tout cas mes quelques expériences maintenant, je vais dans la salle d'endoscopie regarder ce que fait le gastro-entérologue en tout cas pour y assister et partager la réflexion, parce que en effet, parfois, on peut avoir des surprises de ne pas avoir drainé du bon côté. Tu as parfaitement raison, Astrid. Je souligne là, et la prise en charge des cancers périhilaires en est un exemple magnifique, l'intérêt d'avoir des plateaux techniques communs et des prises en charge communes de ces malades. Ce sont des malades qu'on ne discute pas chacun dans son coin, hein. On les discute et on les prend en charge tous ensemble. Et le fait d'aller en salle d'endoscopie pour voir l'endoscopiste, c'est essentiel. Il faut discuter avec eux, parler avec eux, leur dire, leur demander d'appeler, être très disponible. Voilà, c'est la notion de prise en charge transversale qui est en train de se développer à la faveur du développement de ce qu'on appelle la médecine ou la chirurgie, je ne sais pas comment il faut dire, interventionnelle. Et la place du chirurgien, elle est fondamentale, et je pense que c'est un peu le chef d'orchestre justement entre les radiologues et les endoscopistes. Et c'est vrai que parfois c'est une phase qui peut être assez longue parce qu'on n'opère pas de suite en effet, mais c'est le chirurgien qui pendant toutes ces semaines va orchestrer tout ça. Et si le chirurgien n'est pas là, je crois qu'il y a une perte de chance quand même pour le malade au final, en tout cas dans les discussions. Absolument. Quelle que soit la virtuosité de l'instrumentiste, il faut un chef d'orchestre. Et le chirurgien est le mieux placé pour ça. Donc, nous, c'est la vraie vie. Donc, notre malade, ça n'a pas été si simple que ça. Finalement, il a fait une petite pancréatite AJ1 du drainage, qui fort heureusement a été d'évolution favorable. Donc, on a pu le laisser rentrer à domicile à J6 après le clampage du versant externe du drain, afin que ce soit plus facile à gérer à la maison. Il est malheureusement revenu à J13 du drainage pour un sepsis avec un important syndrome inflammatoire biologique. On a réalisé donc rapidement un examen d'imagerie par scanner et par cholangiographie par le drain qu'on avait évidemment ouvert. On a retrouvé donc un biliome périhépatique en fait en raison d'une obstruction du versant interne du drain interne-externe. Donc on l'a rapidement remis entre les mains des radiologues interventionnels pour drainer par voie percutanée ce biliome et changer le drain sous couverture d'une antibiothérapie curative par tazocilline. Fort heureusement, il a rapidement récupéré de ce sepsis et donc il n'y a pas eu trop de conséquences sur le terme de délai. On a pu l'amener à la chirurgie dans les temps qu'on avait envisagés. Donc on a programmé la date de chirurgie le 18 novembre. On le fait venir en hospitalisation la veille de façon classique. On réalise un nouveau bilan préopératoire, donc il retrouve une bonne décroissance de la bilirubinémie qui est quasiment revenue à un seuil normal. Le sepsis, il est parfaitement contrôlé. Il a 10 de CRP, 12 000 blancs, encore un petit peu élevé. On réalise un scanner AJ-1 pour évaluation des volumes. On retrouve cette fois-ci une volumétrie pour les segments 2 et 3 à 37%. Donc on est satisfait, on a un bon degré d'hypertrophie, donc voilà, qui est sécurisant pour la chirurgie. Et au niveau nutritionnel, on a en tout cas réussi à maintenir son poids stable et son albuminémie. On n'a pas vraiment réussi à le faire gagner, mais avec tout ce qui lui est arrivé, on est déjà assez content qu'il ne soit pas encore plus dénutri. Donc on est quand même dans de bonnes conditions et on décide de valider cette prise en charge chirurgicale le lendemain. Donc la chirurgie qui se déroule donc le 18 novembre au bloc opératoire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on réalise nous un premier look célioscopie à la recherche de contre-indications, donc essentiellement de lésions de carcinose. Donc là, on n'en visualise pas. Donc on fait un temps de laparotomie sous-costale droite, un peu élargie à gauche. On réalise une hépatectomie droite, donc élargie au segment 4 et 1, comme c'était prévu, avec résection de la voie biliaire principale, tout ça en monobloc. On envoie bien évidemment les recoupes biliaires proximales et distales en analyse anatomopathologique extemporanée qui reviennent négatives. On complète le geste par un curage ganglionnaire complet du huile et de l'artère hépatique, donc de l'artère hépatique droite et de l'artère hépatique moyenne, notamment le ganglion de la faule de l'artère hépatique, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Et on décide on procède au rétablissement de la continuité biliaire avec une anastomose biodigestive à 2 canaux sur les canaux sectoriels des secteurs 2 et 3. Donc on a bien réalisé cette hépatectomie HA4, 5, 6, 7, 8, B, sans incident majeur au cours de la chirurgie.
Les suites opératoires, elles sont favorables. Il ne présente pas d'insuffisance hépatocellulaire post-opératoire. Il n'y a pas de fistule sur les anastomoses. Il reprend rapidement son transit et tout ça permet un retour à domicile à J13 post-opératoire dans un bon état général. L'analyse anatomopathologique de la pièce opératoire confirme bien effectivement le diagnostic de cholangiocarcinome de la voie biliaire qui mesure 1,5 cm, endocanalaire, sans infiltration du tissu adipeux ni du parenchyme hépatique adjacent. Il n'a pas d'engainement périnerveux ni d'embole vasculaire. La marge du canal hépatique gauche, donc la marge proximale, elle est un petit peu limite à 5 mm, mais elle est bonne, sachant qu'on avait en plus de ça réalisé des recoupes qui étaient négatives. La marge distale de la voie biliaire principale, elle est très bonne, elle est à 35 mm, et le tissu hépatique n'était pas cirrhotique. Donc dans la classification de TNM, il est classé T1N0 avec 11 ganglions négatifs. Donc on a finalement une anapathe qui est très bonne et finalement de bons pronostics pour ce malade. S'ensuit la question du traitement adjuvant, donc assez rapidement. Donc les recommandations actuelles, elles sont basées sur les publications récentes de 3 essais. Donc le premier, c'est l'essai BICAT qui n'avait pas montré d'intérêt de la chimiothérapie par Gemzar dans le traitement adjuvant après résection. Ni non plus d'ailleurs après il y a eu l'essai Prodige 12, l'essai français, qui n'avait pas non plus mis en évidence de gain de survie globale ni de survie sans récidive d'une chimiothérapie par Gemox en post-opératoire de cholangiocarcinome, de tumeur des voies biliaires opérées. Le seul essai positif, c'est l'essai britannique BILCAP qui comparait le Xeloda à la surveillance en post-opératoire des tumeurs biliaires et qui avait montré un gain de survie en intention de traiter assez significatif. Une survie à 53 mois versus 36 mois pour le groupe surveillance seul. C'est sur la base de cet essai, ainsi que sur la survie sans récidive. C'est sur les bases de cet essai que sont fondées les recommandations nationales et internationales de chimiothérapie adjuvante par Xeloda pour 24 semaines en post-opératoire après résection chirurgicale de cholangiocarcinome périhilaire. Juste à noter que ces recommandations elles sont susceptibles d'évoluer très prochainement. Le groupe japonais, un des groupes japonais qui avait étudié la chimiothérapie adjuvante par S1, qui sont des dérivés oraux de la furopyrimidine, ont très récemment publié un abstract dans le journal de l'ASCO qui montre des résultats positifs en termes de survie globale et en termes de survie sans récidive. Et je rappelle qu'on attend également les résultats prochainement de l'étude allemande Actica 1 qui étudie la gemcitabine et la cisplatine en post-opératoire versus initialement la surveillance seule, puis versus le Xeloda depuis les résultats de l'essai BILCAP qui ne sont pas encore publiés mais qui seront probablement amenés à modifier les recommandations de chimiothérapie adjuvante. Voilà pour cette partie, et puis même pour tout. Très bien, bravo Cyprien, c'est très clair. Bravo pour cette intervention qui finalement s'est déroulée très, très simplement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Les complications post-opératoires, périopératoires à 90 jours chez ces malades sont fréquentes. Et en particulier les fuites biliaires. Et quand une fuite biliaire survient, c'est derrière le risque de sténose anastomotique qui pose le problème du diagnostic différentiel avec la récidive. Ce que je voulais te demander, oui c'est ça, ce malade a fait un cholépéritoine donc à la suite de l'obstruction des orifices internes du drain interne externe. Vous avez drainé le cholépéritoine. Ça nous arrive, bien sûr, mais on fait plutôt une stélioscopie pour aller nettoyer. Et on en profite pour regarder, vérifier ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est une autre méthode de prise en charge. Heureusement, ça a bien évolué. En fait, on a essayé d'être le moins invasif possible et heureusement, ça a bien évolué dans ce sens-là. Bravo, c'est un malade très bien pris en charge. Pancréatite aiguë, bon, maintenant, ça devient à peu près la constante, la suite des CPRE. C'est assez fréquent. Il y en a qui sont particulièrement graves, voilà. Tu as mis le point sur deux éléments importants, à mon avis. Tu as parlé des recoupes, donc proximales et distales. Ça, c'est un temps très important dans la chirurgie du cancer périhilaire. Il faut prendre le temps d'attendre les résultats, ce qui n'est pas toujours évident quand on a une recoupe proximale, donc au niveau du canal hépatique gauche chez vous, qui
voilà, on est là, on attend, on tourne en rond, l'anapathe ne répond pas. Enfin, il faut prendre le temps. Et je dois avouer qu'on ne le fait pas toujours. On a la conviction que c'est négatif parce qu'on est très loin de la tumeur et on a la mauvaise surprise parce qu'il y a une infiltration sous-muqueuse, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, de finalement avoir une analyse extemporanée de la tranche de section positive. Donc, bien attendre. Alors, question, qu'est-ce que vous auriez fait si ça avait été positif? Parce que là, vous êtes déjà très haut. On aurait, je pense, essayé de recouper un petit peu plus loin, si c'était possible techniquement. Alors, c'est possible techniquement. Il y a de très beaux papiers des équipes japonaises là, qui montrent qu'il est possible d'aller disséquer les voies biliaires B2 et B3 séparément au bord gauche de la veine porte, de la portion horizontale de la veine porte. Donc, il y a des photos absolument magnifiques dans ces papiers qui montrent que c'est possible. Voilà, donc si c'est positif quand on est sur la confluence de B2, B3, et là on est déjà loin, hein, on est déjà loin de la confluence parce que le canal hépatique gauche est long et on a enlevé enfin on l'a pas enlevé parce qu'il est vraiment adjacent aux éléments glissoniens, là, le canal du 4. Mais il faut aller beaucoup plus loin, donc ça prend beaucoup de temps. C'est une chirurgie qui est difficile, qui évidemment ne peut se faire que dans des équipes ou avec des équipes qui en ont l'habitude, qui ont l'habitude de ces chirurgies vasculaires, biliaires ou artério-veineuses distales dans le HIL. Petite question, quand vous envoyez votre pièce en anapathe, vous la marquez ou pas? Vous prenez le temps de marquer les différents Oui, zones de coupe. C'est important, ça. Oui, c'est une habitude qu'on a pris avec la chirurgie pancréatique et qu'on essaie d'appliquer aux chirurgies hépatiques, notamment là, chez ces patients avec des repères. Enfin, on a besoin d'informations précises sur les marges, donc il faut idéalement les marquer le mieux possible. Ouais. Absolument. Donc, message qu'on fait passer à nos collègues qui nous écoutent, c'est qu'il faut se faire préparer une petite table stérile, à part, on met la pièce, on prend le temps et on marque chacun des éléments que l'on veut voir étudier. Et si c'est nécessaire, on descend en anapathe, là encore, la collaboration transversale, où on monte, ça dépend des hôpitaux, nous on descend, c'est pour ça que je dis descend, mais on descend en anapathe pour analyser la pièce avec le pathologiste, celui qui va regarder les coupes. Voilà, écoute, moi c'est parfait, hein, votre prise en charge elle est parfaite, et puis surtout ton analyse du dossier est archi complète et parfaitement documentée, bravo. Merci à Cyprien, en effet, qui a beaucoup travaillé pour la présentation, mais je pense qu'il a appris plein de choses à travers ça, et nous aussi. Julie, il y a quelques questions, notamment, y a-t-il une place pour le drainage externe de l'anastomose biliodigestive? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais Cyprien, on n'a pas parlé. Nous, on a laissé le drainage, alors c'est discutable, mais le drainage radiologique qu'on avait, qui était en place, on l'a laissé pour justement tutorer l'anastomose biliodigestive qui était à 2 canaux, qu'on a réussi quand même à faire en un canal unique, c'est-à-dire qu'on a réussi à joindre les 2 canaux biliaires. Et donc, pour la réponse en cas d'extempo positif, je pense qu'on avait encore un peu de place pour en effet recouper. Le commentaire que je ferai et que je me suis fait moi-même, c'est-à-dire que lors de l'intervention, j'étais quand même persuadée d'être très loin de la tumeur. Et vous voyez finalement, à l'anapathe, on était quand même seulement à 5 mm du processus tumoral. Et donc, ça rejoint vraiment ce qui est décrit, c'est que cette extension longitudinale de la tumeur, elle est très importante et qu'on sous-estime toujours probablement cette extension tumorale, et donc ça justifie vraiment de faire une hépatectomie élargie au segment 4. Pour moi, en tout cas, ça me paraît très important. Il y avait un autre commentaire. Ah oui, alors on n'en a pas parlé là, mais ça aurait pu être la dernière diapositive. C'est est-ce qu'on aurait pu transplanter
ce patient, ou quelle est la place de la transplantation hépatique dans ces cas. Donc, je vais laisser Cyprien, si tu veux. Très rapidement, en quelques mots. Actuellement, la place de la transplantation dans le cholangiocarcinome périhilaire, elle est réservée aux formes non résécables selon le protocole de la Mayo Clinique. Il y a quelques années, on aurait pu l'inclure dans le protocole Transfil, qui malheureusement a été fermé, qui visait à comparer la chirurgie versus la transplantation dans ces formes résécables. Mais actuellement, en France, on ne peut pas le transplanter. Il n'y a pas d'indication à la transplantation dans les cholangiocarcinomes périhilaires résécables. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas, Astrid, il y a d'autres questions? On ne t'entend pas. Non, quelle marge minimale sur les voies biliaires? Donc, je pense minimale, on avait dit, c'est au moins 5 mm de marge, en tout cas pour la marge proximale. Ce qui n'est pas toujours facile hein, en pratique. Ouais. Parce que quand on est très à gauche ou très à droite, aller plus loin, c'est pas souvent impossible. Hein. Et puis, l'analyse de la distance qu'il y a entre la tumeur et la marge par l'anatomopathologiste en extemporané est soumise à beaucoup d'erreurs. Donc, moi, je crois qu'il faut avoir une marge négative, il faut être R0, et c'est bien déjà. Oui, c'est... écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres... je pense qu'on a répondu à toutes les questions. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, on a bien occupé le temps. Je crois qu'il faut féliciter Cyprien Toubert. Hein. Bravo encore, Cyprien. Vraiment très impressionnant. On félicite aussi l'équipe de Montpellier qui a fait l'exégèse de ce dossier de manière tout à fait remarquable à l'équipe, parce qu'on a bien compris que c'était un travail d'équipe. Voilà. Je crois que c'est très bien. Merci à tous ceux qui se sont branchés. On a été à un moment 190 personnes, donc c'est bravo, bravo, bravo. Ces Grand Rounds commencent à avoir beaucoup de succès. Et je profite du fait d'avoir la parole pour faire l'annonce du prochain. Vous aurez la date bientôt, ce sera au mois de mars. Et on va parler adénome du foie. Les adénomes, c'est problème. Voilà, 17 mars, ça s'affiche. Bravo. Adénome hépatique, donc avec l'équipe de Bordeaux, qui sont vraiment les spécialistes mondiaux reconnus de la prise en charge de cette pathologie. Donc soyez nombreux à vous connecter. Vous avez compris qu'on apprenait vraiment beaucoup de choses à discuter autour d'un dossier. On fait la littérature et c'est aussi extrêmement pratique. On a vraiment le sentiment de faire notre métier. Merci à tout le monde et bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup.